Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. L'invité de ce nouvel épisode s'appelle Frédéric Henry. Auteur depuis 20 ans, il est connu notamment pour ses jeux de la gamme Timeline, mais aussi Les Bâtisseurs ou encore Conan et dernièrement Star Wars Bounty Hunters. Frédéric est aussi l'un des cofondateurs de Monolith Édition, spécialisé dans les gros jeux de figurines en financement participatif. J'ai eu l'occasion d'interviewer Frédéric Henry au 3e festival du jeu du Havre fin mars. Eh ben Fred, merci d'être à mon micro aujourd'hui. Merci à toi. Nous sommes au Festival des Jeux du Havre, donc ça fait plaisir de te rencontrer ici puisque on devait se voir à Cannes. La folie de Cannes a fait que finalement le planning était trop chargé. Ouais, on s'est raté, c'est vrai, parce que oui, c'était très compliqué. Cannes, oui, c'était très dense cette année, mais voilà, nous voilà. Donc ça fait très plaisir. En plus, tu es un habitué, tu viens souvent au Havre. Je viens souvent au Havre parce que je vais souvent au Décalé. Ouais. Enfin voilà, Franck est devenu un ami et voilà, j'aime bien le voir, donc je viens au Havre. Voilà, et donc Franck, le gestionnaire effectivement du Décalé, là où j'ai pu faire aussi quelques interviews aussi parfois d'auteurs, donc et ça fait plaisir de t'interviewer à domicile. Bah, ça fait plaisir aussi. Voilà. Comment on commence avec toi parce que c'est compliqué, tu as déjà un bon parcours. Je regardais en fait tout simplement le premier jeu qui était sorti. Là, on va parler de la casquette auteur d'abord. C'était 2005. Ouais. Donc 2005, ça nous fait 20 ans. C'était normalement le premier jeu, c'était Red Hot Chili Dragon chez Feu Tilsit. Avec Guillaume Blossier. Avec qui j'ai fait beaucoup de jeux. Enfin, c'est Guillaume qui m'a fait rentrer moi dans le monde du jeu. Enfin, j'étais avec lui d'ailleurs rôliste depuis très très longtemps. On a commencé le jeu de rôle. On devait avoir autour de 12 ans, 11-12 ans. 12 ans, on était en 5e. Lui, c'est le premier qui a réussi qui a eu l'envie de faire des jeux de société. Il a publié un jeu chez Mathieu Despnous à l'époque, qui était déjà Cocktail Games, qui s'appelait Sky My Husband. Et ça nous a montré qu'on pouvait éditer des jeux, ce qui était un peu inattendu et ce qui nous semblait hors de notre portée. Et donc, on a commencé à faire des jeux ensemble. Et il se trouve qu'on a signé plusieurs jeux. On a signé notamment... chez Tilsit, on est rentré chez Tilsit par Red Hot Chili Dragon. On a fait un jeu qui s'appelait Megamix, qui est ressorti plus tard sous le terme Crazy Mix. Et on a fait aussi The Adventurers. Et là, The Adventurers, c'est un gros tournant. Parce que moi, ça m'a emmené aux États-Unis à la Gen Con. Et c'est en revenant de la Gen Con que je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. Ok. Je faisais un doctorat... en sciences sociales et statistiques. Et aller à Indianapolis, ça a changé ma vie. Et donc, je suis revenu. J'ai emprunté de l'argent. À la banque. J'ai fait 3 banques pour réussir à avoir un peu d'argent en faisant jouer mon banquier à Timeline. Ah ouais. Et j'ai, comme ça, eu un crédit de 20 000 € à l'époque. Et donc, j'ai investi sur Timeline. Et il se trouve que ça a marché. Et c'est ce qui m'a permis de devenir professionnel. Ça a été le gros lancement aussi, mais vraiment le gros changement, ça a été la Gen Con. Direct dans un grand festival comme ça pour une première fois, pourquoi la Gen Con ? Tu t'es retrouvé Alors, là ? j'étais invité à l'époque par... c'est David Preti qui était chez Dust Game et qui est devenu le directeur éditorial plus tard de Cool Mini. Qui à l'époque donc avait monté une boîte pour The Adventurer, et c'est AEG qui aux États-Unis faisait The Adventurer. Et donc j'ai été invité pour le présenter sur la Gen Con, alors que mon anglais est pitoyable. Mais bon voilà, du coup c'était cool et vraiment ça a vraiment été une claque inimaginable. Et du coup ça a changé ma vie cette Gen Con. J'ai voulu en faire mon métier parce que je retrouvais tout ce qui me plaisait là-bas. C'est-à-dire que c'est un festival qui est resté extrêmement jeu de rôle et que moi c'est vrai que je suis très jeu de rôle, je suis avant tout jeu de rôle. Je m'y retrouvais totalement sur place. D'ailleurs, j'ai fait la Gen Con avant même mon premier Essen. J'ai fait Essen que plus tard, que l'année suivante en fait, lorsque The Adventurer, à l'époque, a connu son petit succès. Mais voilà, ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier. C'est ce jeu effectivement qui t'a fait en tout cas switcher vers le possible de vraiment en faire un métier, quoi. Oui, et puis ça m'a très vite montré, donné une vision internationale. C'est-à-dire que dès Adventurer 2, l'année d'après, Adventurer, les droits avaient été récupérés par FFG. Très tôt, j'ai eu la chance de rencontrer, de rencontrer des gens qui avaient une certaine position dans le milieu.
Et pareil, moi, la visite chez FFG, j'en garde de très très bons souvenirs. J'ai eu surtout la très très grande chance de rencontrer, dès mon premier Essen, j'ai rencontré Marc Nunes à une table de poker. Et comme il cherchait des joueurs de poker à Guyancourt, il m'a recruté grâce à Emmanuel Beltrando d'ailleurs de Sorry War French aujourd'hui. Ok. Ils m'ont recruté sur la table de poker et voilà, on a lié des amitiés parce que moi j'étais aussi un gros joueur de poker. Finalement, on s'est très bien entendu, au point de s'associer maintenant et il m'a vraiment hissé vers le haut aussi. Hein. Oui, tout s'est fait un peu de fil en aiguille par les rencontres. Beaucoup de rencontres en fait, beaucoup de rencontres et de chance. Très honnêtement, hein, je pense qu'une très très grosse part de la position que j'occupe aujourd'hui est due à la chance et aux rencontres. Ouais. Sans et au travail modestie. aussi. Oui, mais on peut y parler quand même de ça. Non, mais le travail c'est important, mais je pense réellement que ça ne suffit pas, qu'il faut de la chance. Je suis absolument persuadé que tu as des auteurs qui sont bien meilleurs que moi et qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, c'est-à-dire à travers les rencontres que j'ai eues. Alors avant de parler justement de l'histoire aussi de Monolith, bien sûr, tu as quand même évoqué le début de Timeline, la volonté de se lancer, tu as eu un crédit, etc. Tu l'as travaillé en auto-édition au départ, ce jeu. Comment il est né déjà ? Alors Timeline, il est né en 2005. Timeline, il a été refusé plein de fois. Timeline, il a été refusé notamment chez Tilsit parce qu'il était trop simple. Enfin, il n'y avait pas assez de rejouabilité. L'argument à l'époque, c'est que ça ne méritait pas les 110 illustrations à cause de sa faible rejouabilité. Mon argument, moi, ça avait toujours été oui, mais ce que tu perds en rejouabilité, tu l'as gagné en connaissance quelque part, en culture. Enfin, j'essayais de le vendre un peu comme ceci. Et surtout, pour moi, ça a toujours été un petit jeu pas cher et le fait qu'il ne soit pas rejouable à l'infini n'était pas très très important. Mais bon, on était à une autre époque, hein, c'était l'époque de Kailus, c'était l'époque des très gros jeux allemands. Les petits jeux n'avaient pas une grosse cote et la rejouabilité était un critère extrêmement important. Aujourd'hui, c'est même plus un critère. Quand on voit le succès d'un Unlock, on voit que la rejouabilité n'est plus un critère. Il faut vraiment se replacer à l'époque où la rejouabilité, ça faisait partie des critères très importants d'un jeu. Donc ça a été refusé. Ça a été, en fait, je l'avais présenté à Franck Place des 12 Singes sur un tout petit festival en 2005. Et 2 ans plus tard, il vient me revoir. Il y a une usine allemande qui fabriquait des boîtes de jeux qui étaient en liquidation judiciaire. Il avait racheté un lot de boîtes pour vraiment une bouchée de pain. Et du coup, il vient me voir pour me dire écoute, là, le petit jeu sur le tank que tu m'as présenté à Fontaine-le-Vicomte, c'était un petit festival de village. Finalement, il irait bien dans mes boîtes pas chères. Et donc, on a commencé à travailler. Timeline allait partir chez les 12 Singes. D'ailleurs, il a fait la même proposition à l'époque à Antoine Boza pour Anabi. Ah, ok. Et finalement, le jeu, alors qu'on était très avancé dans le jeu, David Preti, justement, qui à l'époque avait prise de participation chez Asgard, qui plus tard deviendra Bombix, et qui m'avait repéré en 2007 aussi sur The Adventurer, m'a dit mais attends, ce proto-là, The Adventurer, il sera très bien chez AEG, mais là, ton petit jeu de date, il sera très bien dans une boîte où je viens d'investir, qui était Asgard. Et donc, il a présenté le jeu Asgard. Là, on doit être en 2008, fin 2008, début 2009 peut-être. Donc, 2008-2009, on fait le dev et 2010, le jeu sort enfin, mais chez Asgard. D'accord. Asgard a des problèmes financiers assez importants à l'époque. Marc propose un deal à Asgard. Il efface la dette contre la récupération de l'IP. Et voilà comment Marc a récupéré, Asmodée a récupéré Timeline. Oui, quand tu parles de Marc, c'est Marc Nunes. Voilà. Oui, Pardon. Un jeu de passe-passe comme ça, c'est arrivé chez Asmodée, ce qui m'allait très bien puisque de toute façon, entre-temps, on était devenus potes autour du poker. Au jour d'aujourd'hui, ça reste le plus gros succès ou pas, en termes de vente, en termes de tout ça Pour moi, oui, très largement, puisque Timeline, ça a dépassé les 3 millions d'exemplaires. Ah ouais, d'accord. Il y a eu une grosse erreur de parcours sur Timeline qui est en partie ma faute, j'aurais pas dû accepter, mais quand on a voulu faire le Timeline Twist sur une idée de Korek Konixia d'FFG, qui était un timeline coopératif, mais avec beaucoup d'icônes qui compliquaient le jeu, qui était plus cher. Et les ventes se sont totalement effondrées. On a divisé les ventes par 5 ou 6 du jour au lendemain. Et là, on repart avec un timeline classique, puisque j'ai vraiment œuvré chez Asmodée pour qu'on revienne sur ce qu'était Timeline, puisqu'on dépassait les 200 000 ventes par an. A priori, ça repart bien là actuellement. Donc, en fait, le truc de Timeline, c'est que c'est un tout petit jeu, pas cher. Voilà, pour moi, c'est un petit jeu, petite règle,
pas cher. Et voilà, il ne faut pas sortir de ce triptyque, la volonté initiale de Timeline, quoi. Et qui aujourd'hui est un peu la norme sur les ventes aujourd'hui, je trouve. C'est marrant, oui, parce que alors, c'est intéressant quand tu vois qu'il y a quasi 15 ans, effectivement, la rejouabilité était un gros problème, un jeu était poncé. Aujourd'hui, non, un jeu n'est pas poncé et un jeu se doit d'être pas cher et de se donner tout de suite à son public, puisque de toute façon la faible rejouabilité, le fait que les gens ne rejouent que très peu aux jeux, ça implique que le jeu doit s'offrir tout de suite au public. Malheureusement, ça c'est un vrai problème, mais tu ne peux pas te dire la courbe de progression d'un jeu n'est plus un facteur d'achat, malheureusement. Une boîte comme Istari, par exemple, aujourd'hui ne pourrait plus exister, alors que c'était vraiment un des fleurons, on va dire, il y a 10-15 ans, de ce qu'était l'édition française. C'est ça. Ce serait long à développer, mais je pense que c'est surtout lié au changement dans la typologie du public, qui s'est vraiment élargi. Et donc, dès qu'un public s'élargit, il y a un phénomène fatalement de vulgarisation. Les jeux experts sont en train de disparaître parce que le public, entre guillemets, l'essentiel du public n'est plus expert. Enfin, tu as une sorte de moyennisation. Si tu regardes aujourd'hui les gens qui rentrent en boutique, tout le monde aujourd'hui en fait rentre en boutique. Quand tu vois ce qui était une boutique de jeux, ce qu'on appelait même boutique de jeux de rôle il y a 20 ans ou 25 ans, c'était pas du tout. Tu avais un public extrêmement spécifique qui correspond plus au public aujourd'hui qui s'est déporté vers les crowdfunding, par exemple. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de joueurs qu'avant aussi, mais je pense qu'en final, on a quand même autant, voire peut-être plus de joueurs experts, finalement. On a très certainement plus de joueurs experts. Mais c'est pas ils sont noyés, tellement la croissance globale du public est tellement importante qu'ils se retrouvent noyés et on va dire qu'on a des îlots de joueurs experts, mais qui ne se retrouvent pas forcément dans les top ventes en boutique aujourd'hui. Si tu regardes les top ventes en boutique aujourd'hui, c'est pas la qualité des jeux, ce sont de très bons jeux, mais tu vas voir Trio, tu vas voir Skyjo, tu vas avoir des jeux comme ça qui sont des jeux à leur tour, qui sont peu chers, qui se donnent tout de suite et qui offrent des sensations ludiques très sympas par ailleurs. Mais qui ne sont pas le type de jeu que recherchent, je pense, les joueurs experts, parce que ce sont des jeux à très faible profondeur. Par exemple, pour Skyjo, tu peux toujours trouver 2-3 tips, mais tu n'as pas de bons joueurs de Skyjo. En fait, il n'y a rien qui peut pas être un bon joueur de Skyjo. Tu n'as pas de courbe de progression très importante. Voilà, tout reste vraiment à la surface, mais ça représente néanmoins l'essentiel des ventes des jeux boutiques, cette typologie de jeu qui se donne encore une fois très rapidement. C'est assez intéressant de voir, par exemple, le fait qu'on parle beaucoup de la disparition du jeu expert en ce moment, mais on oublie totalement ou on occulte, je ne sais pas, la disparition qui a déjà eu lieu du jeu à l'américaine, qui est l'Améritrage, qui est lui aussi une forme de jeu expert. Qui a toujours été peut-être un peu boudé, mais qui aujourd'hui a, pour ainsi dire, totalement disparu des boutiques. Et ça, par contre, quelque part dans le silence le plus total. Le dernier gros Améritrage qui existait en boutique, à ma connaissance, c'était Descent 3, qui a été pour FFG un très gros investissement et qui, en termes de vente, est un flop absolument monumental. Donc voilà, on voit que, surtout post-Covid, il y a eu un déplacement, on va dire, du type de jeux qui sont aujourd'hui présents en boutique, mis en avant, et l'Améritrash a totalement disparu. Par contre, l'Améritrash, quelque part, il a migré sur Kickstarter ou GameFound. J'allais dire, les joueurs experts, de toute façon, toi tu le sais bien avec Monolith, on les trouve sur les grosses plateformes, je pense, aujourd'hui. Ouais, mais j'ai eu souvent des mots avec les boutiques parce qu'on avait des désaccords fondamentaux. Sur ce que, pour moi, la réalité, justement, c'est que ce déplacement, il date déjà d'il y a quelques temps. Moi, la typologie de public, par exemple, qui est celle de Monolith, c'est quand même des gens qui, globalement, vont être sur un panier moyen autour d'entre 220 240 € par jeu. Pour un jeu que tu recevras entre 1 an et 18 mois, parfois 24 mois si on est vraiment en retard. Après, on est très loin du joueur, entre guillemets,
moyen qui aujourd'hui franchit une boutique. Je pense que c'est aussi un reflet de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans le tout consommation très rapide, enfin on le voit bien avec les réseaux, etc. Je pense mais il y a qu'on un côté une façon de consommer aujourd'hui. C'est du Kleenex, c'est ce que entre guillemets derrière le rideau on appelle tous des jeux Kleenex. C'est ça, mais la majorité, peut-être je sais pas 80% des gens aujourd'hui sont peut-être un peu comme ça, c'est-à-dire très consommateurs, oui, bien sûr, boulimiques, faut que ça aille vite, faut qu'on joue vite, faut qu'on fasse tout vite, voilà, et effectivement, forcément il reste quand même des irréductibles. Non, mais il reste des irréductibles, et je dis pas, il en reste aussi en boutique, évidemment. Ouais. Je dis simplement que ça devient une partie congrue du public parce que le public est beaucoup plus gros qu'avant et que le très gros public, très grand public, est plus sur du jeu Kleenex, mais c'est pas mal ou bien, c'est juste une façon différente de consommer le jeu, en fait. Ça. Alors, on va revenir quand même un peu sur ton parcours, même si ce que tu dis là, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourra en débattre des heures. Mais j'aimerais bien savoir justement comment en tant qu'auteur, comment tu es passé d'un jeu comme Timeline justement à Conan. Parce que là, pour le coup, c'est aussi effectivement. Alors, j'imagine que tout ça, c'était déjà plus ou moins dans ta tête, où ça cheminait. Parce que moi, je dirais, si je regarde un peu ce que j'ai fait, je fais des tout petits jeux. Timeline, c'est vraiment le tout petit jeu. J'ai fait d'autres tout petits jeux qui n'ont pas marché du tout. Je me rappelle d'un petit jeu de lettres, c'est Play Words, qui a été un four total, enfin un four, on a vendu nos boîtes, mais bon, voilà, qui est un tout petit, vraiment des tout petits jeux. Je fais des jeux médiums, comme The Adventurer, je pense qu'on peut le classer dans les médiums. J'ai fait des jeux médiums dans des toutes petites boîtes, comme Bâtisseur. Bâtisseur, c'est un jeu médium, je dirais, mais dans des petites boîtes. Bâtisseur qui a fait son nom quand même, sa place. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a le jeu plaisir, vraiment, où moi, Conan, c'était vraiment un gros plaisir parce que ça mêlait quelque part le côté immersif du jeu de rôle que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment un univers qui m'a toujours extrêmement plu depuis l'adolescence. Moi, Conan, entre le film de Milius, entre les BD, j'étais très très fan de ce que faisait Marvel sur Conan, tous les noirs et blancs, qui sont ressortis d'ailleurs plus tard chez Glénat, je crois. J'étais évidemment très très fan de Ward, des livres. Moi Conan j'ai toujours adoré. C'était pour me faire plaisir que j'ai commencé Conan. Ensuite, le jeu a bien plu et comme à l'époque, Marc Nunes formait Space Cowboy et il avait l'ambition de faire de Space Cowboy le FFG français à l'époque. D'accord. Puisque c'était avant le rachat d'FFG, finalement il a racheté FFG. Mais à l'époque, il voulait créer son propre FFG et donc il avait mis Conan dans le roster. Sauf qu'on s'est, on va dire par ma faute, mais il y avait une inadéquation dans nos goûts respectifs et que moi je voulais un Conan, ce que j'appelais le by the book, très vintage. En fait, moi je voulais des tavernes, des bateaux, des choses pour moi qui sont absolument iconiques de Conan. Et Space Cowboy avait peur que ça donne une image trop vieillotte. D'accord. Et moi je tenais, moi je disais pas vieillotte, je disais vintage et moi je tenais absolument à ce style. Et donc on s'est séparés. Une différence sur la direction artistique. Sur des désaccords complets sur ce que devait être le jeu en termes esthétiques notamment et en termes d'histoire. Moi je refusais qu'on modernise Conan en fait. Ouais. Vous voulez qu'il reste dans son jus comme on dit. Et donc on s'est séparés. Marc m'a laissé la licence qu'il avait acquise auprès de Conan Property. Moi j'ai vu grâce à Trick Track à l'époque que ça allait marcher fort. Donc je lui ai très rapidement proposé de venir aussi chez Monolith gratuitement, c'est très important. Je n'avais pas besoin de l'argent de Marc à l'époque. D'accord. Mais je voulais que Marc soit là parce que j'avais peur que la réussite de Conan que je sentais arriver puisse créer un petit souci puisque Conan s'était expatrié, on va dire, d'Asmodée, de Space Cowboy, mais donc Asmodée. Et au final, il m'a rejoint avec Erwan Ascoët à l'époque, qui avait monté Bombix. Bombix, c'est ça. Donc en 2014, tu fondes Monolith. Donc en 2014, on fonde Monolith. Moi, je fais une très très grande tournée en France. C'était une de mes premières vraiment grandes tournées, parce que je voulais faire jouer le jeu au maximum. Et donc, je faisais jouer Conan avec des meeples. Voilà, j'avais une map dégueulasse.
et des meeples. Je refusais absolument de faire jouer avec des figurines parce que je ne voulais pas que l'esthétique puisse polluer le ressenti des joueurs. Je voulais vraiment que les joueurs puissent se concentrer sur le gameplay. D'accord. Vient la campagne, je crois que c'était le 12 janvier 2015, et ça a absolument dépassé vraiment toutes mes espérances. On a été la campagne la plus fondée jusqu'alors pour un jeu de plateau avec figurines sur Kickstarter. C'était vraiment... là, je savais que ça allait marcher, mais pas à ce point-là. Et, au niveau France, c'était assez précurseur pour le coup. En France, ça a été explosif. Ouais. En France, je crois qu'on a fait 3300 Français. Je ne sais même pas si ça a été refait depuis. Ça a dû être fait, si, mais par 7e continent, premier opus, enfin deuxième opus. Deuxième financement du premier opus. Quoi qu'il en soit. Et ça a vraiment, vraiment lancé Monolith. On a démarré comme ça, on va dire, assez fort. Et c'est devenu le modèle de Monolith, c'est-à-dire que voilà, le souhait de Monolith. Voilà, toi, ton idée de départ, ton envie de départ, c'était Conan, mais tout de suite, tu t'es dit, moi, la direction, je vais vers du gros jeu, de la campagne, etc. Oui, parce que je voulais des jeux. Voilà, ça, c'était un type de jeu qui me plaît. Enfin, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est vraiment beaucoup de boulot en fait, et c'est tellement stressant et tellement de travail que si tu n'as pas la compensation d'aimer ce que tu fais, de prendre plaisir à ce que tu fais, tu lâches l'affaire. Parce que c'est pareil, on a eu, on a eu des déboires même financiers à cause des retards. Enfin, en fait, on a eu trop d'argent trop vite. Vraiment. Et on ne se rendait pas compte, on se pensait riche quand on ne l'était pas encore, parce qu'on avait des millions sur le compte. Enfin, moi, 10 ans avant, j'étais à l'équivalent du RSA. Donc voilà, je me voyais avec des millions sur le compte. On pensait, enfin, comme disait Marc au propos d'Erwan et moi, là, les gars, vous pensez que vous êtes arrivés, vous n'êtes même pas partis. Ouais, et nous, vraiment, malheureusement, on a continué à penser qu'on était arrivés. Plus tard, on s'est aperçu qu'en fait, non, c'était vraiment le tout petit démarrage et que voilà, les vraies difficultés arrivaient maintenant, c'est-à-dire des difficultés cette fois de gestionnaire. Tenir sur la longueur et puis aussi peut-être avoir des équipes, avoir des gens. Exactement. C'est-à-dire être capable de gérer des gens, ce que moi je suis absolument incapable de faire. Et surtout que les enjeux financiers, quelque part, nous dépassaient. On était beaucoup plus jeunes, on voyait beaucoup d'argent alors qu'on ne connaissait pas l'argent. On faisait... je pense qu'on a fait n'importe quoi. Enfin, je me souviens, on s'était acheté une imprimante 3D à 70 000 €. Enfin, on faisait n'importe quoi et comme si le chiffre d'affaires, en fait, représentait quoi que ce soit. On n'avait même pas fait le PNL, le Profit and Loss, d'une boîte de Conan à l'époque. Quand on a décidé de vendre Conan en boutique, en fait, on perdait entre 2 et 3 € par boîte qu'on vendait aux boutiques parce que la boîte nous coûtait plus cher à produire que ce qu'on la vendait à Asmodée. Enfin, c'était absolument ridicule. Voilà, enfin tout était ridicule, mais c'était le western en fait. On se rendait pas compte. On se rendait pas compte et plus tard, on va dire que la réalité, le mur de la réalité nous a rattrapés autour de Batman. Là, il y a eu des complications. Qui a été pour toi une grosse campagne plutôt bien réussie aussi. Ça a été une très grosse campagne, parce qu'on a fait 5 millions, je crois, pendant la campagne. On a fini à 5,5 millions au PM, hors frais de port, hors TVA, hors frais de port, vraiment en pur chiffre d'affaires. Mais malgré tout, même avec 5 millions, en vérité, si tu mets 2 ans pour faire le jeu, t'es pas riche, quoi. Oui, le problème principal, c'est que comme c'est du gros jeu, c'est du jeu pendant plusieurs années. Sous-estimé notre capacité à faire les choses dans les temps. En fait, je me suis vraiment endurci. Je suis devenu même, je vais pas dire tyrannique, mais très dur parfois avec les équipes sur le respect des délais, parce que les délais, c'est le premier facteur d'échec d'une société sur crowdfunding, que ce soit Kickstarter ou GameFound ou autre. Parce qu'encore une fois, on a trop tendance, on voit l'afflux d'argent arriver. Par exemple, quand tu fais 5 millions, tu vas recevoir 1 million de plus de TVA, tu vas recevoir 2 millions de plus de frais de port, tu vas te retrouver avec 8 millions sur ton compte et tu ne vas en avoir que peut-être pour 1 million de production. Ouais. Tu te sens riche. À la fin, la réalité de Batman, c'est que sur tout l'argent collecté, il nous restait 500 000 €. Et avec 500 000 €, nous, on avait 750 000 € de frais de structure annuels. Avec 500 000 €, tu vis 9 mois pour faire Batman, qui est pourtant seulement un spin-off de Conan. Il nous a fallu 2 ans. Donc, tu vois, ce différentiel-là de 1 an et 3 mois, il est à fond perdu. 1 an et 3 mois à 750 000, ça doit taper pas loin du million. On doit parler de 900 000. Donc, voilà, ça va très, très vite. Donc, les erreurs de gestion que tu trouves et que toutes les boîtes que j'ai pu regarder font
en crowdfunding, c'est des erreurs de timing, des erreurs de temps en fait. Enfin, pas de timing, mais de temps. Les erreurs, c'est la durée du travail réel qui est beaucoup plus longue que la durée du travail estimé. Ouais, je comprends. Et alors, justement, aujourd'hui, Monolith, elle est composée de combien de personnes ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Présente ton équipe. Alors, Monolith, c'est très simple. C'est 7 salariés, plus Marc et moi. D'accord. Marc, moi j'ai après 3 ans à gérer la boîte, chose que j'ai détestée, je déteste gérer la boîte. Enfin, Marc a accepté de reprendre les rênes de la boîte puisqu'il s'est très fortement éloigné d'Asmodée. Alors il le fait très sérieusement, mais c'est un jouet, il n'y a pas d'impact Monolith, quelle que soit la valeur que pourra atteindre Monolith, ça n'aura jamais aucun impact sur Marc, parce qu'il a déjà par ailleurs beaucoup trop réussi pour ça. Par contre, moi, oui, pour moi, c'est toute ma vie, Monolith. C'est vraiment toute ma vie. Mais je ne me paye pas, ni Marc ni moi ne nous payons sur Monolith. Ça, c'est très, très important. Ah bon, c'est fou ça. Je suis dans une stratégie où chaque euro gagné par Monolith doit être réinvesti. On se fait une petite trésor de sécu et on réinvestit tout ce qui est excédentaire. Donc ça passe par l'achat d'IP. Les gens ont remarqué qu'on achetait beaucoup dernièrement. En fait, comme on a eu des problèmes avant tout le monde, on a résolu nos problèmes avant tout le monde. Et quand il y a eu la crise post-Covid, ça nous a permis comment dire, c'est pas très propre, mais d'être dans une stratégie un peu de rapace. Et on a racheté beaucoup, notamment on a racheté des IP à Mythic Games. On a racheté tout ce qui est l'univers de Feu Rackham, Confrontation, AT43. On loue des IP à Asmodée comme Légende des 5 Anneaux. On est allé chercher, alors ça c'était très long, mais on a pu aller chercher, notamment initialement grâce à Asmodée aussi, on est allé chercher Berserk. Oui. Tu vois, sur l'année dernière, on a investi comme ça en IP diverses, etc., quasiment 1 million d'euros. Et là, cette année, ça va être une très bonne année par contre, parce que c'est une année où voilà, tous les projets qu'on lance aujourd'hui. 4 projets cette année, je crois. Ouais, mais surtout, c'est des projets qui sont terminés. Ouais. Moi, c'est ça a été on va dire, le travail de mes 3 ans là, de gérance. C'est on ne lance qu'un projet que lorsque le dernier des fichiers est terminé. D'accord. Comme ça, on maîtrise à la semaine près, j'ai envie de dire, notre calendrier, notre capacité à livrer. Et donc, on ne price le projet que lorsqu'il est terminé et on ne se retrouve pas... voilà, si finalement il faut 2 ans pour faire un projet, ces 2 ans seront amortis dans son prix. Son contenu seront cristallisés dans son prix. D'accord. Et ça, c'est vraiment très très important. Et surtout... à part aléa vraiment comme une guerre mondiale ou je ne sais quoi, on sait que dès le jour 1, on peut envoyer nos fichiers à l'imprimeur, on contrôle nos délais maintenant. Et ça, c'est très, très important. Ça a été une des grosses... ça, c'est une leçon. C'était une grosse leçon. Ouais. On a pu le mettre très rapidement en marche sur Orquest, qui a été notre premier achat exogène d'une société en train de mourir. Orquest, parce qu'il y avait tous ces intérêts, tous ces avantages. C'est une plus petite campagne, je crois que c'est 420 000 euros. Ouais. C'est une des plus rentables, c'est quasiment 180 000 euros de rentabilité. C'est vraiment, on doit être à une campagne à 40-45% de rentabilité, ce que tu ne vois jamais. Nous, on est sur des moyennes à 20%. Voilà. Le secteur du crowdfunding est autour de 20% contre 17% pour le secteur classique retail. Donc, c'est pareil, les gens s'imaginent souvent que le crowdfunding a des rentas extrêmement importantes, mais ils omettent complètement que tu dois aussi intégrer la totalité des métiers, c'est-à-dire la production et la logistique. Et ça, c'est c'est quand même très très chronophage et très consommateur aussi d'argent tout simplement. Mais donc, est-ce qu'on peut juste revenir justement à ton équipe, parce qu'on était mon équipe, vous êtes 7 désolé, du coup. Je passe Nico Callan très souvent. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai alors que du déjà, coup, il y a 2 choses. Il y a le retail et il y a le crowdfunding. Alors, voilà. Donc le retail, c'est rapide, c'est une personne. Aujourd'hui, c'est Chloé. Et sinon, l'équipe crowdfunding, c'est 2 graphistes, un chef de projet, un directeur éditorial et de la communication et un directeur opérationnel parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Voilà, ça c'est l'équipe de Monolith. Okay. On a des locaux à Paris, mais la plupart des gens sont en télétravail, ne viennent qu'une journée par semaine. Et sinon, un des graphistes ne vient jamais. Et on a aussi Erwan, notre nouveau directeur de la production, qui lui est expatrié en Bretagne. C'est un très 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 bon recrutement. Moi, je suis très très content de travailler avec lui là. Ce sont ces personnes-là. D'accord. Et ce ne sont que ces personnes-là.
on essaye d'avoir un ratio qui est 1 million par salarié, 1 million de chiffre d'affaires par salarié. Ce qui te donne un certain confort, on va dire. Ça te permet d'amortir. En fait, là où la plupart il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de mourir aujourd'hui, même des très 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 grosses boîtes dans le crowdfunding, qui meurent aussi de s'être staffées vraiment vraiment trop. En fait, Mythic Games c'est mort parce qu'ils se sont staffés à une vitesse folle. Ils sont passés de 2 à près de 50 personnes très rapidement. Cool Mini est passé d'une toute petite équipe à 60, plus de 60 personnes très très rapidement. En fait, vous avez été plus nombreux aussi chez Monolith. Nous, on est monté à 12 et on est redescendu là à 6-7 en fait. Mais très longtemps, on est redescendu à 2. Voilà, très longtemps, on est redescendu à 2. En fait, on se restaff maintenant au fur et à mesure de la progression du chiffre d'affaires. En essayant de garder ce ratio qui est un ratio très souple. Très souple. Ça nous donne une certaine souplesse parce que on travaille avec beaucoup d'externes, évidemment. Beaucoup d'artistes, beaucoup d'illustrateurs, beaucoup de sculpteurs. On travaille aussi avec des gens. On a des chefs de projet en externe. Ok. On a un peu tous les corps de métier en externe. On a beaucoup de graphistes en externe. Donc là, le pôle graphiste, il est organisé. Donc on a vraiment 2 graphistes, dont l'un des 2, qui est a pour rôle, c'est de gérer une douzaine de graphistes externes. freelance, quoi, en fait. De freelance et par projet. Pour coordonner, etc. On fonctionne beaucoup par projet, en fait. Ah, ok, d'accord. Pourquoi, du coup, vous avez lancé Monolith Retail? Parce que Monolith Retail, donc, effectivement, c'est des jeux moins experts, plus boutiques, enfin pour les boutiques, d'où le retail, par rapport à Monolith, effectivement, qui continue ses grosses campagnes sur financement participatif. Voilà, alors aujourd'hui, le retail, c'est au mieux 5% de notre chiffre d'affaires. On n'a qu'un jeu, on a Cardline. Cardline, c'est marrant, c'est un truc qu'on a récupéré de chez Asmodée. J'ai récupéré les droits, mais mine de rien, Cardline. C'est un tout petit jeu, mais en 1 an et demi, on a fait 80 000 boîtes quand même, ce qui n'est pas du tout anecdotique. Et on a Tower Up, mais ça c'est la volonté vraiment de Marc. C'est quand Marc a pris la gérance, lui il a voulu apporter le retail puisqu'il a fait toute sa carrière dans le retail, il a énormément de contacts dans le retail. On a des avantages très importants, on est distribué tout de suite mondialement, trouver un distributeur c'est un coup de fil, tout est plus facile parce qu'il a un réseau très important en fait, et beaucoup de contacts, et que je ne connais personne dans le monde du jeu qui ne lui doit pas au moins un service. Donc c'est un très très gros avantage. On va essayer de développer le retail. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le retail croisse, on va dire, de 5 points par an et qu'on arrive dans quelques années donc à 50-50 entre le crowdfunding et le retail. Le crowdfunding, ça reste notre activité principale de très très loin. Alors on peut parler quand même de Tower Up parce que c'est vrai qu'il a été lancé donc l'année dernière et il a été bien porté ce jeu. En tout cas, toi tu l'as beaucoup porté aussi en présentiel, dans les boutiques. 75 000 km l'année dernière. Voilà, c'est ça. Donc c'était une de mes questions aussi. C'est vraiment, tu te donnes beaucoup en fait aussi dans les tournées. Est-ce que ça c'est vraiment finalement un aspect très communication parce que c'est important d'être là, ou c'est aussi un vrai plaisir pour toi d'aller faire ce Tour de France? Alors, il y a les deux. De toute façon, encore une fois, si je prenais pas de plaisir, je le ferais pas parce que c'est vraiment, vraiment très fatigant. Quand je fais des tournois, je joue pour gagner. Enfin, je participe à tous les tournois que j'organise. Ouais. J'essaye d'en gagner le maximum. Surtout Europe, je pense que j'en ai vraiment gagné beaucoup. Toi, hier, on a fait un tournoi que j'ai gagné. À Cannes, on a fait le championnat de France que j'ai gagné. Non, j'aime le jeu. Enfin, j'y vais en tournoyeur, j'y vais pour gagner. D'accord, vraiment. Ok. Donc, c'est aussi quelque part, c'est c'est mon road movie pour aller rencontrer des adversaires et les battre. D'accord, c'est des challenges quoi. Exactement. Sur le nombre tu as fait des stats, non? Sur le nombre de tournois, t'en as gagné combien? Non, j'ai pas fait le stat, mais honnêtement non, vraiment beaucoup. Je pense que je dois être à 80% de victoire à peu près en tournoi, sur les tournois. Quand même, ok. Donc ça, c'est le challenge maintenant pour les joueurs qui veulent venir sur les tournois. Le but c'est. Là, c'est pas dur. Regarde, là aujourd'hui, on fait une table. Si à la table, je ne gagne pas, je donne 250 € de lot aux gagnants de la table. Ouais. Pour l'instant, je n'ai jamais dépensé d'argent. Alors donc du coup, Tower Up, est-ce qu'on peut parler un petit peu de peut-être son nombre de tirages? Je crois qu'il y a une réédition. Oui, alors il y a eu plusieurs tirages. Là, on est à 30. On a vendu 35 000 boîtes, ce qui est pas incroyable, mais ce qui est bien pour un jeu dans cette gamme de prix, puisque encore une fois, c'est une gamme de prix qui souffre terriblement aujourd'hui de la concurrence des jeux beaucoup moins chers
et de la concurrence indirecte, mais ça c'est vrai pour tout le marché du jeu, du TCG. Non mais ça, alors si on vrai, il y a eu un gros reparle boom, tout à l'heure, le TCG c'est quasiment devenu 25% du marché aujourd'hui. Ah ouais. C'est absolument colossal et on est dans un marché global qui stagne, mais en fait qui baisse méchamment et dont le TCG est l'arbre qui cache la baisse, la forêt de la baisse, je dirais. Voilà, mais donc oui, il y a une extension, on va faire une extension parce que c'est un jeu aussi qui est très bien noté. Sur BGG, c'est un jeu qui se défend très bien, qui a de très bons avis. Donc là, oui, on va les faire avis une ont été extension. super bons, effectivement. Ouais, je suis assez content. J'avais un peu peur parce que c'est un jeu très classique aussi dans son approche. Il y a même un côté vintage oldies. Moi, c'est ce qui m'a plu en fait dans le jeu. C'est assez marrant parce que je retrouvais même le matériel, etc., qui a peut-être été critiqué au début en disant ouais, du plastique partout, machin. Mais en fait, moi, j'ai trouvé 350 grammes. Ouais, j'ai trouvé beaucoup de cette sensation de jeu effectivement au jeu qu'on pouvait jouer les années 80. Enfin, je sais pas, moi. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé ça surprenant parce que je l'ai trouvé en même temps confortable, c'est-à-dire j'ai l'impression de connaître déjà ce type de jeu en fait, mais en même temps avec beaucoup de renouveau. Enfin, je sais pas, c'était assez étonnant comme. J'ai du mal. Alors, le problème, c'est que moi, je suis pas un très gros joueur de jeux, paradoxalement. Je joue à très peu de jeux différents. Je joue beaucoup. Alors, moi, je suis un très très gros joueur de jeux de lettres. Je joue beaucoup au Jarnac, je joue beaucoup au Scrabble, je joue beaucoup au poker, qui est pas un jeu de lettres. Et je joue à mes jeux. Mais c'est vrai que je joue assez peu. Tower Up, je joue beaucoup parce que j'ai découvert Tower Up pour l'éditer et ensuite pour le côté tournoi, qui m'intéresse. Je peux pas dire que ça me rappelle des anciens jeux, puisque moi j'ai toujours, je jouais plus au jeu de rôle encore une fois. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi là on commence à se mettre beaucoup au jeu de rôle avec Monolith parce que c'est vraiment, moi c'est ce qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Pour finir juste sur Monolith Retail, est-ce que tu peux dire quelque chose sur le deuxième jeu qui sortira Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'on peut dire ou pas? Alors le prochain jeu. Il y a deux choses. Il y a un jeu qui est en développement qui s'appelle pour le moment Far Encounters, c'est le nom du proto qu'on a vu avec Forge Next. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce qu'est Forge Next. Alors Forge Next, oui, j'avais interviewé Gaëtan Bojano sur le podcast, donc agent d'auteur et qui gère effectivement, qui propose c'est grâce à lui qu'on a eu ce jeu qui nous plaît beaucoup. Et donc il y a un gros travail de dev qui est fait notamment par Gaëtan et les auteurs. Ça, j'y crois vraiment beaucoup. D'accord. Vraiment, vraiment beaucoup. Quels sont les auteurs? Tu peux le dire? Là, je peux pas te dire. J'ai aucune idée du nom des auteurs. Moi, je joue au jeu. C'est vrai que je les ai jamais rencontrés. Marrant, ouais. En fait, je sais même pas si les auteurs sont français ou pas, très honnêtement. Tu vois, c'est une bonne question. Je ne me suis même pas posé la question. Tu t'intéresses au jeu, voilà. Non, j'ai beaucoup aimé mes parties démo. J'ai beaucoup aimé mes parties tests quand on cherche. Ils nous présentent en fait les itérations, la progression du développement. C'est vrai que j'ai jamais posé la question de qui était l'auteur du jeu ou qui étaient les auteurs du jeu. Écoute, on le saura peut-être bientôt. Navré. Et alors, triste, c'est quoi en fait le jeu un petit peu. Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire? Je sais pas, parce que je vais pas être très bon pour ça, parce que je connais pas trop le nom des mécaniques, mais en vrai, c'est du placement. C'est du placement qui va te permettre de récupérer des ressources, qui vont te permettre de générer des choses. Donc c'est extrêmement classique et très flou en même temps ce que je suis en train de te dire, mais je ne saurais pas trop comment le décrire autrement, si ce n'est que les parties sont rapides. On doit être sur une demi-heure de partie. On sera quoi, sur du familial plus, initié? Plus quand même, je dirais. Ouais, c'est entre le familial et l'initié. C'est assez tactique peut-être. Donc je pense que tout le monde peut y jouer, mais je pense que là carrément un meilleur joueur battra méchamment des gens qui débutent ou qui sont pas à l'aise avec les jeux, à l'aise avec la réflexion qu'il y a dans les jeux, parce que tu as des réflexions assez fines. Je trouve que moi j'y crois vraiment beaucoup. C'est pour cette année ce projet-là? Ça c'est pour Essen. Pour Essen, fin d'année, d'accord. Donc oui, parce que là, l'idée de Monolith Retail, c'était de prendre son temps pour sortir les jeux et peut-être à un rythme de 1 par an. Oui, c'est ça, un peu l'idée. On est sur 1 par an parce qu'on n'a pas vraiment, encore une fois, on ne compte pas sur Monolith Retail pour vivre. Donc on peaufine et puis on verra bien ce que ça donne. Et sinon, on va ressortir une autre version de Cardline, qui est une sorte de Cardline multi-thème. On repackage complètement Cardline là, parce qu'on est très content des scores qu'on a obtenus sur Cardline. Et c'est marrant, c'est un type de jeu qui n'est pas du tout attendu, mais quand on regarde les scores chez nous, en tout cas, ça nous intéresse beaucoup. C'est un long seller, ce que tu appelles c'est un long seller. C'est un jeu qui a déjà 13 ans. Oui, c'est un long seller, tout à fait.
Donc voilà, ça va être entièrement repackagé, quelques petits changements. Ouais, je crois beaucoup à la forme que ça prend en fait. Ok. On peut parler là de Monolith en lui-même. Cette année, il y a beaucoup de projets, Oui. 2025. Ouais. Donc là, l'actualité du moment, c'est quand même Rage Busters, qui est dans la campagne qui va démarrer là, bientôt, début avril. Ça démarre mercredi ou mardi, Ouais. ça démarre le 2. Normalement, donc on doit être mardi 1er, j'imagine. D'habitude, on démarre le mardi, mais là, comme c'était un 1er avril, on avait peur. Non, mais c'est vrai, on avait peur que de se dire mince, est-ce que les gens vont penser que c'est une blague? Est-ce qu'on va D'accord. rater notre démarrage à cause de ça? Bon, Rage Busters, c'est un rachat auprès de Mythic Games. On a refait vraiment une très très grosse partie des règles. Mais c'est pas ce que j'appellerais une campagne stratégique. C'est une campagne, je pense, qui va faire autour de 400 000 euros. Voilà, c'est pas les campagnes stratégiques, parce que c'est une campagne à faible investissement. Une campagne stratégique, c'est L5R, la Légende des 5 Anneaux ou Berserk. Ça, ce sont vraiment des blockbusters Ouais. qui ont demandé des investissements quand même très conséquents, notamment en termes de licence Ouais. pour Berserk. Ça, ce sera un projet de fin d'année, ça. Ça, c'est fin d'année. Voilà. C'est mi-année pour L5R, fin d'année pour Berserk. Mhm. L'enjeu de cette année, il est plus là-dessus. Rage Buster, moi, attention, je pense que... J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime beaucoup le côté weird, World War là. Voilà, on est dans une troisième guerre mondiale, c'est pour Voilà. ça. Alors, je suis pas sûr que la période dans la réalité soit super bonne, malheureusement. C'est ça. C'est Oui. pas la période. On a peut-être un peu moins envie de jouer à la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Parce que la question se pose dans la réalité. Mais globalement, voilà, c'est un projet. Moi, c'est un projet que j'affectionne. Mais voilà, il faut être honnête. C'est pas que c'est pas un projet important. On va dire que tous les projets sont importants, mais c'est du politiquement correct. C'est pas. Voilà, c'est un projet périphérique. Okay. Moi, j'attends beaucoup d'L5R surtout et de Berserk. Alors, j'ai noté quand même sur Rage Busters que tu as annoncé il y a une quinzaine de jours sur ton Facebook une volonté de faire un peu différemment par rapport aux stretch goals. Voilà, tu as évoqué le fait que le stretch goal c'était un jeu de dupes. Stretch goal, c'est n'importe quoi. Stretch goal, mais ça, nous-mêmes on le fait, mais on a toujours dit. Moi, j'ai toujours été clair dès Conan là-dessus. En tout cas, dès Batman. Les stretch goals, c'est entièrement fake. Tout est déjà prévu, tout a déjà sa place dans la boîte. La quantité entre une campagne qui ne marche pas et une campagne qui marche, la quantité de stretch goals sera la même. Simplement, on va serrer les paliers si ça ne marche pas, dans l'espoir d'attirer du monde ou les écarter s'il y a beaucoup de monde. Mais à la fin, tu auras exactement la même chose. Ça m'ennuie un peu. J'aime pas trop ce truc-là et je préfère, moi, offrir cette boîte finale telle qu'elle est avec ces stretch goals, la proposer tout de suite en jour 1. Et donc, initialement, on pensait juste faire ça. Et pour animer un peu la campagne, mais surtout parce que j'ai envie d'augmenter le passage sur la boutique. C'est vrai que j'ai envie de proposer une sorte de bon avec une incrémentation. Un système de cashback. Voilà, exactement. Qui est un semi-cashback parce que c'est pas du cash réellement, mais c'est du bon d'achat pour la boutique. Mais tout l'intérêt du truc pour moi, c'est que les gens visitent la boutique. Parce que la boutique, c'est un truc qui marche plutôt bien. Il faut être très honnête, les marges sont très importantes sur notre boutique et donc on a tout intérêt, on peut se permettre de sacrifier de la marge pour faire venir des gens. Donc là l'idée c'est que quand on a des paliers, certains paliers en fait... En gros tous les 20 000 euros on met 1 euro, le bon de chaque personne s'incrémente d'1 euro. Ok, donc chaque backers aura un bon d'achat qui va peut-être augmenter au fur et à mesure du montant de la campagne. C'est ça l'idée. De toute façon, mécaniquement augmenter au fur et à mesure de la campagne. Et après, ce bon d'achat, c'est sous la forme d'un code. S'il passe sur la boutique acheter un petit truc, il pourra baisser son prix de la hauteur de ce bon d'achat. Son prix ou ses frais de port. On verra. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui n'aiment pas du tout cette idée parce qu'ils se sentent pris en otage et obligés d'aller sur la boutique. Mais il faut bien être conscient que 3 jours avant d'écrire ça, de toute façon, on comptait ne rien mettre du tout sur la campagne. Donc c'est un test un peu. C'est un test. Et puis en fait, la boutique, on avait très peu de produits dispo sur la boutique. Là, on en a enfin. Ouais, je crois qu'on a fait la première année. Qu'est-ce qu'il y a sur la boutique en fait ? Il y a du Conan, il y a tout. En gros, tout ce qui part pas en SAV de nos crowdfunding. Ok. Donc là, on a fait en chiffre d'affaires quelque chose comme la première année sans aucune communication, on a fait 150, 160 000 euros. Voilà, je pense qu'en deuxième année, on va essayer de faire 250 000. Et ce que j'aimerais, moi, à terme, c'est réussir à la faire monter tous les ans à 400, 500 000. Parce que du coup, ça devient intéressant. Si tu regardes juste les résultats, ça te paye 2 bons salaires entièrement. Et sur des revenus qui, contrairement au Kickstarter, là, sont extrêmement réguliers. Ouais. C'est vraiment... Oui, c'est quelque chose sur lequel la société peut compter, quoi. En fait, si on arrive avec cette stratégie du millefeuille, cher Amark, à avoir des jeux en retail qui continuent à se vendre, des long sellers en fait, et une boutique qui a des revenus réguliers,
Ça veut dire qu'au 1er janvier, quand tu mets les clés dans la porte, tu sais que ton année, en termes de frais de structure, est déjà payée. Ça sécurise quoi, c'est ça. C'est-à-dire qu'ensuite, oui, tu sais que le reste, donc tout ce qui est un peu risqué, le Kickstarter, c'est que du plus. Voilà, ouais, ça va, moi. Ok. Et donc, pour revenir sur les grosses campagnes pour toi de l'année, donc du coup, c'est Berserk, tu en parlais. Alors Berserk, c'est de toute façon la plus grosse campagne, puisque en termes d'investissement, alors déjà, c'est un travail de combien de temps, négo, c'est 2 ans de négo juste pour la licence, de négo pour avoir la licence. Moi, je connais pas du tout, par exemple, mais donc ça, c'est les gros fans de manga qui vont être touchés là. C'est du manga hardcore, mais qui marche vraiment très bien. J'ai envie de dire, c'est du Ken le survivant médiéval fantastique. Si d'accord, assez violent. C'est Ken le survivant, guerre de 100 ans. C'est violent, il y a un petit côté parfois un peu même traumatisant, des scènes qui sont vraiment dures. Donc ce sera un jeu entre guillemets 18+. C'est un jeu qui a demandé beaucoup de boulot. On a commencé à travailler sur le jeu dès lors qu'on a entamé les négos. Puisqu'on savait que les négos avaient de très fortes chances d'aboutir. Simplement, c'est beaucoup plus long que... alors, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les Japonais, mais la négo de la licence... est beaucoup plus long qu'avec les Américains. Nous, quand on a un négo avec Warner, par exemple, les premières fois, ça a été beaucoup plus rapide. Là, ils sont vraiment extrêmement regardants sur vraiment tous les aspects. Tous les aspects. Donc voilà. C'est-à-dire conserver l'univers, conserver la patte graphique, tout ça. Oui, totalement. Jusqu'au code couleur. Enfin, tout Ils est doivent vraiment, tout valider, quoi. Tout. Même les coms sont validés, les communications qu'on fait sont validées. D'accord. Donc, ce qui explique aussi que pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de communication autour du jeu, tout simplement parce que si tu veux communiquer un truc, tu es obligé de le faire valider, donc il faut penser à ce que tu vas dire dans 2 mois, par exemple. Tu vois, c'est beaucoup moins souple. Oui, je comprends. Warner, et pourtant, n'est pas spécialement souple, mais c'est beaucoup moins souple qu'avec Warner. Au début, c'était plus souple, je trouve, et que maintenant qu'on est vraiment dans le dur de valider les figs, valider les illustrations, etc., on s'aperçoit qu'il faut qu'on fasse avec les délais de valide. Et c'est négocié pour combien de temps est-ce qu'il y a une notion de durée c'est du 3 ou 5 ans. D'accord. Renouvelable ensuite. Là, je crois qu'on est sur 5 ans. Nous, on fait souvent des contrats de 5 ans. C'est des options que tu peux prendre, en fait. C'était assez cher, le droit d'entrée. Je crois qu'on a versé 300 000 € de droit d'entrée. D'accord. Mais très honnêtement, j'y crois beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Je suis assez content parce que c'est très... la prise en main est très rapide, en fait. C'est quoi la méca? C'est une méca, donc c'est du coop avec une méca de cartes et dés. En fait, selon la main que tu vas jouer, tu vas plus ou moins... tu vas faire tes actions de déplacement, d'attaque, etc., qui est liée à ta main, la main que tu vas jouer, sachant qu'évidemment, tu as des arbitrages et que... lorsque tu vas jouer telle carte, tu ne peux pas jouer telle autre, que tu joues telle carte pour telle chose, mais pas telle autre, etc. etc. Mais c'est très rapide, donc c'est fin à jouer, mais en même temps, les règles sont expliquées en je dirais une dizaine de minutes. D'accord. Donc, et c'est du scénario. C'est du une jeu en campagne, en fait. Ouais. C'est vraiment de la campagne qui respecte scrupuleusement l'univers. Ça, c'est vraiment très très important. Encore une fois, on respecte l'univers. Du coup, c'est du 18+ par la thématique, mais par rapport à la difficulté du jeu, on serait sur quoi? On serait sur de l'initié initié, mais initié. Initié quand même. Okay. Mais je pense que tu comprends le jeu. Si tu as des adultes à la table, à 12 ans, tu comprends le jeu, et sinon, à 15 ans, tu es autonome pour jouer. Tu comprends. Il n'y a rien de... Non, là où c'est fin, c'est ta gestion de main qui doit être fine, en fait, tout simplement. Enfin, tu dois optimiser, en fait, optimiser ta main. Et puis sinon, l'autre truc, là, qui est aussi un truc de cœur pour Marc, puisque c'est vraiment un jeu qu'il adore, c'est L5R. L5R, je me souviens d'ailleurs, on l'a récupéré. J'étais à Las Vegas avec Marc à l'époque, je crois que c'était en 2012, 2014, 2013, par là. Enfin, on avait récupéré pour Asmodée la licence L5R auprès d'AEG. Et c'est comme ça que Asmodée a récupéré, il l'a mis chez FFG ensuite. Et aujourd'hui, on l'a négocié puisque L5R, c'est une licence qui a un peu sous-performé dernièrement en jeu de rôle. Il y a eu une version en fait Donjon 5 qui n'a pas très bien marché. Vu les restructurations qu'il y a eu chez Asmodée, notamment sur tout ce qui est jeux de figurines, ça nous a laissé en fait une place pour récupérer des licences, pour en faire nous des jeux de figurines. D'accord, ouais. Et donc on rémunère aujourd'hui Asmodée au pourcentage. Voilà, Asmodée est le licencieur d'L5R. J'avoue que secrètement, pas si secret puisque je vais le dire au micro, mais
Si ça marche très bien, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une offre d'acquisition à Asmodée pour que ça nous appartienne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Et c'est vrai, quitte à développer fort le truc, je préférais que ça m'appartienne. Je comprends. Et alors ce projet-là, c'est pour quand là? C'est quoi les... Alors ça, c'est pas été communiqué encore, ça. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est en train de parler de juin, parce que c'est très 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 avancé. Les valides avec FFG Asmodée sont beaucoup beaucoup plus simples, parce qu'il y a des proximités qui font que... Si Marc dit non, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Bon, de toute façon, si vous voulez voir tous les détails des campagnes... Personne chez FFG dira non. D'accord. Donc voilà, ça simplifie le beaucoup les choses. Le poids n'est pas le même, oui. Donc de toute façon, si vous voulez voir toutes ces campagnes-là en détail, effectivement, il faut aller voir sur le site, bien sûr, de Monolith et puis sur directement GameFound. Est-ce qu'on peut revenir juste un petit peu, parce qu'on va arriver tout doucement vers la conclusion de ce podcast, sur aussi le côté autorat, parce qu'il y a quand même eu l'année dernière pour toi Bounty Hunters, qui a été aussi une grosse actu. Et encore là, tu t'es donné sur une tournée encore en France. Oui, parce que Bounty Hunter, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de jeu. C'était une sorte de spin-off, mais de bâtisseur, mais avec beaucoup. Cette fois, c'était... il y avait beaucoup plus d'interactions puisque c'est du draft, donc le draft par nature est interactif. Moi j'adore ce jeu, il se trouve que les résultats aujourd'hui, il a très très bien marché au début et ça s'est très rapidement effondré. 6 mois après, on a fait plus de 50 000 boîtes dans les 6 premiers mois. Après ça s'est effondré littéralement, mais comme ça, un snap très très vite. Alors c'est pas propre au jeu, ça c'est vraiment lié aussi au marché où un jeu, il y a très très peu de jeux là en ce moment qui réussissent à dépasser les 6 mois malheureusement. La plupart ou sont pas retirés ou connaissent un retirage et une nouveauté chasse l'autre. Il y a eu plein de nouveautés, on chassait celui-ci, ça arrive. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup donné en espérant pouvoir l'installer sur le long terme. Et, on ne peut pas dire que tu as effectivement donné de ta personne aussi encore sur les tournées, mais etc. Il se trouve que j'ai échoué. Non mais c'est important, j'échoue souvent quand même. L'important c'est de ne pas faire qu'échouer. et pourquoi à ce moment-là il n'a pas été édité chez Monolith Retail? Parce que ça s'est lancé plus ou moins en même temps. Parce que moi je voulais que ce soit sur la licence Star Wars et que seul Asmodée avait la licence Star Wars. Ok, tout simplement l'histoire de licence. Donc ça c'était... Toi tu tenais vraiment à cet univers aussi. Tu l'avais pensé, tu avais créé le jeu sur l'univers. Le proto était déjà sur Star Wars. Ouais, c'est ça. Oui, il me semble que j'avais lu quelque part que même les illustrations... Les illustrations étaient celles de Derek Loffman, c'était des illustrations Chibi Star Wars... que j'avais récupéré pour le proto et pour le jeu lui-même on a fait appel à Derek Loffman aussi. Et toi, moi j'avais tout pris sur son Pinterest pour le proto et comme ça a beaucoup plu son style, on a fait appel à lui aussi pour le jeu final. Oui, ça c'est drôle. Et alors quels sont toi tes projets en tant qu'auteur? Je crois que tu es plus aussi dans le jeu de rôle, dans la volonté de développer du jeu de rôle. Je suis sur un jeu de rôle sur lequel je suis depuis des années maintenant qui s'appelle Métamorphosis. En fait c'est un univers que j'ai commencé en 2016 pendant la tournée Inventeur à l'époque, à Rouen. Ma toute première ligne, c'était à Rouen. Après, j'avais écrit beaucoup de choses que j'avais publiées vers 2018. Je travaille avec Olivier Queyrat et Nicolas Texier, qui sont 2 auteurs de jeux de rôle et écrivains par ailleurs, et aussi universitaires. Donc, on travaille à 3 dessus. Eux sont très centrés aujourd'hui sur... On va commencer par Paris, parce que c'est un univers qu'on connaît assez bien. Je pense que ça n'a aucune chance de marquer... Enfin, ça ne va pas marcher en termes commercial. Par contre, c'est vraiment un truc qui me plaît, que j'accroche depuis longtemps. Donc, c'est quoi l'univers du coup? C'est quoi l'histoire? C'est du post-apo, anticipation, post-apo, horreur, insectes mécanoïdes. Voilà. Avec tout un plot derrière, mais que je ne peux pas donner ici, que je ne peux pas dévoiler ici. Mais c'est vraiment un truc que je travaille moi depuis très très longtemps. Je dis depuis 2016, on va bientôt arriver. Quand c'est très avancé aujourd'hui, mais quand on lancera le truc, ça aura mis 10 ans de gestation. Tu l'imagines pour quand la concrétisation? Je pense qu'on le mettra quand tous les fichiers sont... Là, c'est très très avancé, mais quand tous les fichiers sont terminés, je pense qu'ensuite, et la trad terminée, on fera une campagne en
Ouais, je dirais 2026. Ok, oui, donc c'est vraiment plus près de la fin là quand même. Mais c'est vrai que c'est marrant de se dire que c'est 10 ans après C'est fou, l'embryon. Ouais. C'est vrai. En même temps, un univers de jeu de rôle à créer, c'est quand même un gros boulot énorme. Ok, est-ce que tu veux rajouter autre chose sur ce parcours énorme, sur tes envies, tes projets Non, mes envies. Sur le monde du jeu. Non, alors le monde du jeu, sur le monde du jeu. Sur ces changements, enfin là on voit bien que c'est un monde qui est très plastique, qui change beaucoup et là dernièrement qui change vite et mais je veux pas faire le réactionnaire mais vite mais pas forcément toujours bien. Enfin je suis un peu embêté. T'es un peu inquiet pour la suite? T'es inquiet du futur? Alors inquiet, je dirais pas inquiet mais un peu embêté par certaines directions. En fait le toujours plus simple m'embête un peu, le toujours moins cher m'embête un peu, le toujours plus rapide m'embête un peu. En fait, le fait qu'on est en train de fermer la porte, oui, à des jeux plus profonds, plus longs, plus volumineux en matériel, pas inquiet, un peu attristé. Et c'est aussi l'absence de la très très grosse difficulté qu'a un jeu aujourd'hui à s'installer, à être pérenne, en fait, à s'installer dans la durée, parce que en fait, l'accélération du fait qu'une nouveauté chasse l'autre, là on est vraiment comme sur un convoyeur d'usine, quoi. Mais sauf que cette fois c'est une usine avec un rythme très 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 rapide. C'est-à-dire que là on voit que pour les premières fois, même des jeux qui sont des très gros classiques comme Aventurier du Rail ou des choses comme ça, sont en souffrance pour la première fois depuis 20 ans. Et c'est-à-dire qu'on a peut-être atteint cette masse critique de nouveautés qui est en train de mettre en danger même les classiques. Faire un nouveau classique, ça va être très compliqué, mais même rester un classique est en train de devenir vraiment une tâche très très ardue. Et on voit que vraiment des gros géants du jeu, des titres très très installés sont en souffrance désormais, alors que c'est des titres qu'on imaginait inattaquables il y a encore 2 ans, quoi. Et c'est vrai que je suis un peu embêté par la toute-puissance du TCG aujourd'hui, qui d'ailleurs est déjà en train de marquer des reculs. Il y a eu un effet de mode, il y a peut-être un effet de mode, on voit déjà un recul des ventes dire sur qu'il y en le a TCG. eu tellement d'un coup aussi. Mais j'ai un peu peur qu'on revive, entre guillemets, partiellement, ce qui a connu le jeu de rôle en 94 avec l'arrivée de Magic, où il n'y en avait plus que pour Magic et le jeu de rôle est quasi mort à l'époque. Et là, on voit que le jeu de plateau cède la place très fortement parce que l'argent qui est mis dans le TCG, qui est quand même un cash consumer très important, n'est pas mis ailleurs. Moi, j'ai plein de potes qui avant achetaient régulièrement des jeux, qui aujourd'hui mettent 200 € tous les mois dans Star Wars TCG. Et qui donc évidemment n'achètent plus rien d'autre. En fait, c'est un peu l'impression de se tirer une balle dans le pied finalement, peut-être se dire. Pas quand tu fais du TCG. Non, mais par rapport, on va dire quand on sort du TCG et puis qu'effectivement à côté il y a d'autres sociétés qui font de l'édition de jeux traditionnels, ça peut être contre-productif. Oui, bien sûr. Alors après, le TCG, moi je suis pas joueur, mais c'est sûrement très bien et c'est un jeu de société parmi les autres. Mais voilà, pour les entreprises qui ne font pas TCG, effectivement. La concurrence est rude et se mettre aujourd'hui au TCG, je pense que c'est beaucoup trop tard. Voilà, ça c'est un truc qu'on aurait dû lancer. Donc il n'y a pas de TCG chez Monolith. Non, a priori non, puisque là, je pense qu'on est déjà au sommet de la vague en fait. Même avec Berserk. Non, même avec... En fait, on n'y a pas pensé d'ailleurs. Tu vois. Si tu acquiers les droits, qui sait? C'est une gros bonne point idée, d'interrogation. Non, c'est une vraie bonne idée. On va rester là-dessus. No comment. En fait, j'y ai pas songé, mais pourquoi pas, c'est vraiment pas con. Ok. Tu penseras à moi si tu lances l'idée. Ouais, tout à fait. Écoute, moi je te propose qu'on termine le podcast. On va laisser là-dessus. On verra si les gens veulent réagir à ça. Parfait. Peut-être, qui sait, on aura peut-être des commentaires en disant oui, il faut y aller. Qui sait. Je te propose un petit portrait chinois ludique. Alors peut-être que ça va pas être simple pour toi parce que tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas un grand joueur, donc peut-être tu vas pas Non, mais si on forcément peut placer des jeux de rôle, tu vois, alors, c'est un jeu. C'est tout à fait. Le jeu de rôle est un jeu. En fait, j'ai 3 questions. Donc la première, c'est si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Donc coop, semi-coop, compétitif, solo. Je serais compétitif. Tu restes compétitif? Ouais, compétitif. Ouais. Très compétitif, ouais. On voit si le Tower Up, voilà. Mais j'aime bien jouer en coop, là. Ouais. J'aime bien jouer en coop. Surtout dans le jeu de rôle. Voilà. Mais là, si on parle d'un jeu de plateau, non, compétitif. Compétitif, ok. Si tu étais une mécanique de jeu,
Laquelle serais-tu ? Alors, placement d'ouvriers, du bluff, tiens. Distribution de ressources. Distribution de ressources. Ouais, l'allocation de ressources. D'accord. C'est quoi la différence entre la gestion de ressources ? Je Qu'est-ce sais que pas. tu dirais ? Moi, c'est ce Tu que sais pas. j'avais Toi, dans tu dirais Conan. ça Moi, j'appelle ça de l'allocation de ressources. D'accord. Donc, Précise, du coup. Ton pool de ressources, comment tu l'alloues pour l'optimiser, optimiser les effets de tes ressources. C'est peut-être de d'accord. la gestion de ressources Oui, en fait. Oui, gestion Non, de mais c'est intéressant ressources, d'avoir allocation de ressources. Moi, j'appelle ça allocation. Ok, ça marche. Alors, si tu étais, parce que tu es un auteur, si tu étais un illustrateur de jeu, qui tu aimerais être ? J'hésite entre Pascal Kido, que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail. Et mais là, je vais être obligé de... Non, là, illustrateur... Alors, de jeu, je vais dire Paul Bonheur. Ok. Paul Bonheur, Pour quelle raison ? qui a fait beaucoup de choses, notamment pour Akam, pour Magic aussi. Ouais, Paul Bonheur. Ok. Alors, moi, je pose jamais cette question-là, mais vu que toi, tu es un grand joueur de jeux de rôle, si tu devais conseiller un jeu de rôle pour commencer, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas et qui se dit, moi, j'ai envie de découvrir cet univers, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Moi, je dirais malgré tout l'Appel de Cthulhu. Ça reste une valeur sûre ? Ouais, c'est une valeur extrêmement sûre. Un univers très solide, règles très simples. Ouais, l'Appel de Cthulhu. Ok. Alors, question spéciale pour toi, parce que je sais que tu es un grand amateur de café. Ouais. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de déguster comme café, le En meilleur ? marque, Richard. Café Richard. Très simplement. Ah ouais, Café Richard, pas trop acide. ok. Voilà. C'était la question bonus. Onctueux, pas acide. Ok. Bah écoute, on va terminer par la phrase habituelle. Le podcast, comme les vidéos, on les termine toujours comme ça. C'est alors avec Fred Henry, tu joues ou quoi ? Et le tu joues ou quoi, on va le dire ensemble. Ok. Ok. Alors avec Fred Henry et Monolith. Tu joues ou quoi ? Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur Instagram, la chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Dans 2 semaines, vous pourrez découvrir Quentin Lamran, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Cléonis sur YouTube. Quentin est aussi un jeune auteur belge et le fondateur de la maison d'édition Twist Games. Alors restez bien à l'écoute.